Ok, super. Eh bien, écoutez, merci de m'accueillir. Je voudrais commencer mon entrée en matière par cette statistique. 300 millions d'emplois vont être remplacés par des IA dans le monde, risquent d'être remplacés par des IA dans le monde. Le vôtre, le mien, j'en sais rien. Et je vous avoue qu'en début d'année, ça m'a fait un peu flipper. Je vous avoue aussi que l'actualité internationale du moment rend tout ça assez futile, mais quand même, moi j'ai eu peur de perdre mon job en fait, tout simplement cette année. J'ai vécu dans l'incertitude pendant plusieurs mois. J'avais un petit peu euh, peur de l'IA et j'avais pas envie de m'y intéresser. Et puis ensuite, on m'a proposé de faire cette conférence. Alors j'ai saisi l'opportunité et je suis partie à la rencontre des pionniers et des visionnaires du SEO, ceux qui défrichent des terrains que moi je ne connaissais pas, pour réduire mon incertitude et puis avoir un peu moins peur et être moins inquiète pour l'avenir. Donc, je suis partie faire des interviews. Je vais vous présenter ce que j'ai appris au cours de mes interviews pour vous aider vous aussi à y voir plus clair. Je vous souhaite donc la bienvenue dans SEO, dans la tête des pionniers par Laura Blanchard. Comme je vous disais, je suis cofondatrice de l'agence COSI, du centre de formation Alfie et récemment co-gérante des médias Abondance et Réacteurs. Vous pouvez me trouver sur Twitter à Laura_NTE. Et tout démarre évidemment par les IA génératives, ce que j'ai appelé l'acte 1, d'une très forte importance selon les experts. Chaque expert que j'ai interviewé, ils sont à peu près une quinzaine, je leur ai demandé à votre avis quel sera l'impact sur 5 sur les SEO. Et là, on est à 4,5 sur 5. Alors, tout a commencé avec la révolution de GPT 3.5, ou plus précisément l'arrivée de ChatGPT. Je pense qu'on a tous été assez impressionnés de ce que pouvait faire cette technologie. Alors évidemment, il y en a qui travaillent sur les chatbots et l'IA depuis très longtemps. Mais moi, c'est là que je l'ai découvert. Alors, je me suis pas mal questionnée, j'ai un peu flippé. Et puis, au cours du coup de mes interviews pour préparer cette conférence, j'ai commencé à discuter, c'est quoi le concept d'intelligence artificielle? Et Laurent Jean et Sylvain Perronnet m'ont rappelé, ce n'est pas de l'intelligence, déjà parce qu'on ne sait pas définir l'intelligence. Donc, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, ChatGPT. C'est très simple. Je lui ai demandé, et puis j'ai quand même demandé confirmation à Sylvain. En fait, ce sont des probabilités. Il génère des réponses, comme vous voyez ce qu'il y a écrit à l'écran, en utilisant un processus probabiliste pour sélectionner les mots et les phrases en fonction de ce que moi, je lui demande. Et je trouvais important de commencer par ça parce que j'ai pas mal échangé sur le concept d'intelligence artificielle avec Laurent Jean et Sylvain Perronnet. Et il est vrai que ils m'ont tous les deux dit, il est important de garder ça en tête quand on aborde l'IA. Ce n'est pas un humain, ce ne sera jamais aussi bien fait qu'un cerveau humain. Et dans la manière dont on échange avec ChatGPT, on peut intégrer des biais si on personnifie trop l'interface qu'on a en face de nous. Donc, je trouvais ça important de commencer par cette définition, et puis ensuite, on est rentré dans le vif du sujet. Quel usage font les SEO de ChatGPT? Finalement, des usages assez classiques pour le moment, c'est-à-dire que les SEO ont cherché à automatiser des choses qu'ils font déjà à la main pour gagner du temps, évidemment. Donc, la génération de contenu, c'est le plus évident. On parle d'IA générative, une IA qui génère donc des contenus, des tableaux, des listes. On peut aussi faire de l'analyse de mots-clés au sein d'un texte. On peut demander avoir des suggestions d'idées de contenu. On peut analyser la structure d'une SERP, donc SERP, Search Engine Result Page, la page de résultats de Google. On peut aussi créer une arborescence, une liste de pages. On peut faire tout ça avec ChatGPT et encore plus avec la seule limite qui est notre imagination. Je leur ai évidemment glané des petits tips parce que c'est ça qui est intéressant. Quitte à aller voir des pionniers, des gens qui explorent tout ça depuis longtemps, autant aller choper des infos pour nous améliorer notre boulot. Donc là, il y en a un premier qui est plutôt de penser par étape. En fait, le chat GPT travaille mieux étape par étape plutôt qu'un très long prompt où il risque de ne pas comprendre la hiérarchie des informations que vous avez en tête parce qu'il va prendre tous les mots au même niveau. Et il peut aussi complètement zapper certaines consignes. Donc, si vous démarrez dans ChatGPT, on vous conseille d'aller plutôt, voilà, étape par étape. Évidemment, j'ai pu glaner beaucoup d'informations et je n'ai que trop peu de temps pour tout vous donner, mais j'ai tout mis dans un Notion qui sera gratuit et je vous donne le lien à la fin de la conférence. Donc, tout ce que je vous raconte là, il y a encore 2/3 des informations que j'aurai pas le temps de vous raconter qui seront dans ce Notion. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave si vous prenez pas de notes, vous aurez et la presse et le Notion. Voilà, je vois que le chat s'emballe. Je savais que ça vous ferait plaisir.
Donc, chill, reposez-vous, c'est le matin, vous pouvez vous détendre. Je vais vous parler donc de l'utilisation que font aujourd'hui les SEO, mais en réalité, on ne fait pas que de la production avec les IA génératives. Je vous donne 4 exemples de choses que certaines entreprises commencent à faire ou qu'on pourra faire demain. Sylvain me disait par exemple que lui, il optimisait sa veille. Imaginez, vous êtes inscrit à 50 newsletters, parce qu'à force de faire votre veille, vous êtes inscrit partout, vous avez évidemment pas le temps de tout lire. Et l'IA pourrait résumer tous les contenus de votre veille, pas pour que vous les lisiez tous, mais pour que vous puissiez faire un premier filtre, par exemple, et ensuite sélectionner les 8-9 que vous voulez lire aujourd'hui, et ensuite passer à la lecture. Pas mal comme usage. Vous pouvez aussi améliorer vos livrables s'il y en a derrière vous qui sont soit en agence, soit chez des gros annonceurs où vous avez des présentations en interne et que parfois il est difficile de communiquer vos informations. Et ChatGPT peut vous aider à enrober les informations techniques avec des infos mieux rédigées. Vous pouvez par exemple avoir un audit à présenter et demander à ChatGPT de vous transformer cet audit en rapport pour bien parler à une personne qui n'y connaît rien au SEO par exemple. Ça, c'est tout à fait faisable. Un autre élément, ça va être uniformiser du conseil. On le sait quand on est en agence, encore une fois, un livrable d'un senior et d'un junior, il y a forcément des différences. On pourrait niveler par le haut le niveau des livrables en utilisant comme base de données, comme information de base, tout ce que pourrait faire un senior. Et du coup, le livrable d'un junior monterait tout de suite d'un cran. Et enfin, dernier usage qui est, là, je pense qu'on est en plein dedans, c'est l'exploration de données. Il y a le fameux code interpréteur qui est devenu natif, il me semble, dans ChatGPT. On peut analyser du code ou des données. Je vous conseille de tester, c'est incroyablement magique. J'ai moi-même testé avec des campagnes Google Ads. Tout simplement, vous envoyez un CSV qui est un rapport de campagne et vous leur demandez d'analyser. Vous pouvez leur demander de la détection d'anomalies. Comme ChatGPT connaît les concepts parce qu'il l'a dans sa base de données de Google Ads, vous pouvez lui demander aussi d'émettre des recommandations d'optimisation. C'est incroyable. Il y a beaucoup de SEO sur Twitter qui codent. Malheureusement, je ne m'y suis pas encore mis, ça ne serait tardé, et qui se font aider de ChatGPT pour améliorer leur code. Vous pouvez faire des regex. Mon Dieu, on va enfin tous réussir à faire des regex avec ChatGPT. Et donc, quand on voit tout ça, évidemment, la question que j'ai posée à mes pionniers, c'était jusqu'où est-ce que les IA vont rentrer dans notre quotidien? À quel point est-ce que on arrivera dans de la science-fiction ou pas? On se rend très bien compte que ChatGPT, c'est ce petit bébé, ce petit embryon par rapport à tout ce qu'on est capable de faire, alors que en réalité, on peut aller beaucoup plus loin. C'est là où j'ai voulu emmener aussi dans mes interviews Laurent et Sylvain sur du prédictif. Sylvain Perronnet me disait il y a 5 ans, c'était facile de faire des prédictions. Aujourd'hui, c'est quasi impossible. Par contre, Laurent et Sylvain, il y a une chose auquel ils croient beaucoup, c'est l'assistant personnel. On est à l'ère de l'IA générative, bientôt interactive. On a déjà un pied dedans. Ça veut dire que demain, on va avoir une IA personnelle à portée de main, dans notre poche, au quotidien, sur tous les outils disponibles. En réalité, on n'aura plus besoin directement d'aller dans Google. On pourra avoir soit Google Assistant, soit plein d'autres entreprises qui pourront sortir des assistants personnels qui vont donner des réponses. Il y a cette phrase que j'ai mis en citation de Sylvain que je trouve intéressant. Il parle d'objets numériques qui te connaît complètement, qui te suit en permanence et qui te connaît mieux que tes proches. Alors que dans 5 ans, ça lui paraît court, mais il considère que la prochaine génération, les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, vont grandir avec ce double numérique dès qu'ils entreront au collège. Ça fait peur. Je vais pas vous dire le contraire, mais c'est aussi intéressant de se dire c'est maintenant qu'il faut prendre le pli parce que la marche du progrès est incessante. Je pense que c'est inutile de combattre, quand même il faut mettre des garde-fous. Donc soyez enthousiastes, il y a beaucoup de belles choses qui vont arriver. Ce qui m'emmène à l'acte 2. Quel avenir pour Google? Parce qu'évidemment, tout ça nous fait dire que si les moteurs de recherche ne sont plus la principale porte d'entrée, où allons-nous? Alors évidemment, vous le savez. Je vois qu'il y a pas mal de questions. N'hésitez pas à les poser dans le champ questions. J'y répondrai à la fin, si ça vous va. Évidemment, Google, on en a parlé en intro. Où va Google? C'est avec la Search Generative Experience. Dans mon processus d'investigation, je suis donc allée interviewer Vincent Terrassi, qui intervient aussi aujourd'hui lors de la table ronde.
Là, vous voyez un GIF de la SGE. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Search Generative Experience, vous faites une recherche et Google fait appel à son AI, son IA, pour pouvoir vous générer une réponse. En réalité, pour l'instant, il y a 3 modes qui existent, 3 modes de recherche. Il y a ce qu'on appelle le snapshot, ce que vous venez de voir en GIF. Google va chercher les informations un peu partout et il en fait une réponse unique au sein de l'interface. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le mode conversation. Vous pouvez voir sous le paragraphe ici qu'il y a des questions proposées. Et ben là, vous pouvez rentrer dans un mode de discussion pour affiner votre réponse, affiner la réponse de Google et arriver jusqu'à l'information que vous souhaitez. Et enfin, il y a ce que Vincent appelle la vertical experience. Par exemple, pour le shopping, ça va être des filtres et des nouvelles images pour t'aider à acheter. Donc, de la même manière qu'il y a des années, il a mis en place Google Flight, par exemple. Et ben là, on va avoir des expériences par verticale, le voyage, le shopping, je ne sais quoi, où chaque interface d'IA aura ses propres modes d'interaction. Et non, Océane, ce n'est pas dispo en France pour le moment. Tout à fait. Pour l'instant, c'est déployé aux États-Unis, puis ça a été au Japon et en Inde. Des discussions avec Vincent. On pense qu'il l'a déployé au Japon et en Inde pour tester l'adoption culturelle de cette interface, parce que c'est quand même une révolution en termes d'interface, vous en doutez bien. Alors qu'aux États-Unis, ça a été plutôt bien accueilli, surtout par les plus jeunes, il me semble, les 18-24 ans. Là, l'idée, c'est d'aller tester dans deux cultures extrêmement différentes des États-Unis, que ce soit le Japon et l'Inde. Donc, quand est-ce que ça va arriver en France ? C'est une question essentielle que j'ai évidemment posée à Vincent. Vincent m'a dit, ils sont en train de faire des tests qui sont censés se terminer en 2023, décembre 2023. Et ce serait déjà actif pour les pros dans Google Workspace. Donc, et je cite ces mots, on est quasiment certain que c'est pour les prochains mois. Donc, on devrait voir arriver la SGE, si ce n'est fin 2023, début 2024. En gros, préparez-vous, quoi. Ce qui bloque encore un peu aujourd'hui, c'est la RGPD. Vincent me donnait un très bon exemple. Il me dit, en fait, le problème, c'est que dans un village de 30 personnes, s'il y a une recherche sur, je sais pas, comment accorder son piano et qu'il y a un seul pianiste dans ce village de 30 personnes, on est facilement capable d'identifier qui est cette personne. Donc, même si le trait est grossi, globalement, c'est en effet la RGPD qui bloque un peu le déploiement en Europe. Est-ce qu'on aura une version light? Est-ce qu'on aura une version différente des US? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça devrait arriver si peu. Et quand on vous dit que tout va vite, Bard est connecté à Google, au compte Google. Ils ont fait une annonce le 19 septembre. Il y a une petite démonstration assez intéressante. Si je recherche, je peux demander à Bard de faire des recherches dans mon Gmail, par exemple, pour qu'il me fournisse une réponse. Ensuite, le 4 octobre, ils ont annoncé que Google Assistant intégrerait Bard. Je n'ai pas précisé pour ceux qui savent pas, mais Bard, c'est donc l'IA de Google. Et là, le 13 octobre, très récemment, il y a 3 jours, on peut maintenant générer des images dans la SGE. Autant vous dire que toutes les semaines, il y a de l'actu sur la SGE. Ça donne un peu le tournis. Je vois le commentaire de Romain qui dit, vu le nombre de mauvais résultats SGE, on se demande quelle est la version de chip de Google. En effet, il faut pas oublier que pour l'instant, la SGE, ce sont des tests. Et Vincent me l'a bien rappelé. Si aujourd'hui vous avez accès à la SGE, n'oubliez pas qu'on est encore sur une version de test, que ça va encore bouger. Tirer des conclusions et s'y fier comme une religion, aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Et d'ailleurs, il y a d'autres moteurs de recherche qui sortent aussi leurs IA et c'est important de s'y tenir. Néanmoins, il y a quand même eu quelques études qui ont été faites et j'ai évidemment questionné Vincent sur, OK, la SGE arrive chez nous, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, qu'il y ait des pertes ou des gains, ce sera des grosses pertes ou des gros gains. Si je peux résumer un petit peu notre discussion. Il y a une étude qui est à lire sur Abondance qui a fait des premiers tests aux États-Unis. Donc, les sites ont perdu en moyenne de 18 à 64% de leur trafic, mais il y avait des hausses de 219% et des baisses de 95%. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai demandé à Vincent, qui va être touché? Donc là, je le cite. Ce n'est pas moi qui m'engage, je le cite. Comparateur de prix, ça disparaît. Contenu evergreen, c'est fini. Et tout le monde va aller sur Discover. Globalement, le risque est sur
l'informationnel, puisqu'on aura la réponse directement dans SGE. Mais si on apparaît et dans SGE, et en organique, et en payant, là, on peut aller faire des gains de trafic de malade. Après, tout l'intérêt, c'est d'apparaître dans SGE. Et je trouvais ça intéressant de vous le dire. Il m'a dit, Laura, oublie pas, SGE n'a pas vocation à remplacer les sites. Il me dit, par exemple, regarder une vidéo dans la SGE, c'est quand même vachement moins sympa que de la regarder sur YouTube. Donc, en fait, il y a aussi un intérêt pour Google à renvoyer les utilisateurs sur certains sites. Et vous n'allez pas perdre tout votre trafic. Par contre, forcément, la question, c'est comment est-ce que j'apparais dans la SGE? On a un nouveau terrain de jeu et il y a 2 grandes réponses à cette question, comment on apparaît les SGE. Celle-ci, c'est la première. Encore une fois, ce sont les dires de Vincent, qui est expert SGE. Pas moi, le premier, c'est les contenus par persona. Donc, en fait, on va rentrer dans l'ultra-personnalisation. Il m'a donné un exemple très simple. Il me dit, tu donnes des cours de yoga. Et il y a une personne qui fait une recherche, elle a plutôt 65 ans et mal au dos, versus une personne qui a 18 ans et veut faire de la renfo musculaire pour préparer un marathon. Il me dit, demain, avec les SGE, il faudra que tu crées 2 contenus distincts et non pas un seul contenu qui présente ton cours de yoga. Ça veut dire qu'on va aller dans de plus en plus de contenus spécifiques. Donc, travaillez vos personas. On n'a jamais été aussi près, on parlait du SXO au tout début, de l'intérêt de faire rentrer de l'UX dans le SEO. Si vous voulez apparaître, il va falloir avoir des informations qui répondent à ces recherches extrêmement spécifiques. Les PA sont potentiellement, donc les People Also Ask, les autres questions posées dans les SERP sont potentiellement vouées à disparaître. Donc, exploitez-les maintenant avant qu'il n'y en ait plus. Et puis ce point-là, je le trouve intéressant, le deuxième là. N'oubliez pas que Google est multimodal. Ne surtout pas s'arrêter au texte. L'image, l'audio et la vidéo comptent aussi. Beaucoup de SEO le disent depuis longtemps. On se rapproche encore plus du multimodal. Valérie, PAA, ça veut dire People Also Ask. Donc les autres questions posées, c'est le blog un peu qui ressemble à une FAQ qui s'affiche dans Google. Ouais, désolé Sébastien, il y a beaucoup d'acronymes. MEM, donc Palm 2, c'est l'IA. MEM, c'est un algo. Palm 2, c'est ce qui permet de générer tout ce qu'on connaît aujourd'hui chez Google. Et MEM, c'est un algorithme qui permet à Google de mieux interpréter tout ce qui est image, audio, vidéo. Et enfin, le dernier point, les blogs qui ressortent pour le moment dans la SGE sont ceux qui ont un contenu riche. Donc, si vous voulez pouvoir vous positionner dans la SGE, il va falloir des pages plutôt denses. Donc ça, c'était le premier point pour afficher dans la SGE. Et puis le deuxième point, c'est le HIT, donc le EEAT. Et oui, encore un acronyme. Expérience, expertise, autorité, trust. On va en parler après sur ce que c'est exactement. C'est tout simplement prouver que vous êtes légitime à dire ce que vous dites. Vous pouvez apporter des preuves d'une expérience réelle sur le sujet abordé, vous sourcez vos informations, vous arrivez à prouver votre niveau d'expertise, vous avez une biographie de l'auteur. Le domaine a de l'autorité grâce à la popularité. L'auteur est soit un expert, soit un passionné. Tout ça, ce sont des choses extrêmement importantes parce que il est impossible pour Google de donner à son IA et à la SGE des sources non fiables, au risque de voir évidemment ses utilisateurs partir. Il faut donc montrer patte blanche si vous voulez apparaître dans la SGE. Je vous ai mis un petit lien là où il parle de comment créer du contenu utile à l'internaute. Globalement, si vous cochez toutes les cases, vous devriez bien vous en sortir. Alors Parlons-en du 8, expérience, expertise, autorité et trust, confiance. C'est un terme qui est arrivé à la fin décembre 2022. Avant, c'était le HIT avec un seul E. Et puis, le HIT avec deuxième E est arrivé. C'est un concept donc créé par Google qui est présent dans les Quality Writers Guidelines, donc les guidelines qui aident les petites mains de Google à évaluer la qualité des sites. Ça a été ajouté donc le 15 décembre. Comme je vous le voyez ici, c'est cité 126 fois dans les guidelines. Autant vous dire que c'est très important pour Google. Et puis ça, c'est les informations Google Trends. Et puis vous voyez que l'indice de recherche pour EAT n'a fait que croître jusqu'à septembre 2023. Pourquoi cela? Eh ben, c'est très simple. On a eu l'annonce de la SGE. On a eu des helpful content à ne plus savoir qu'en faire et des core updates.
La Helpful Content Update, la première date de décembre 2022. C'était une mise à jour sur le fameux contenu utile. Il y en a une autre en septembre. Core Update, on en a eu une en août. On en a une nouvelle en octobre, qui est encore en cours ou qui vient juste de se terminer. Bref, le HIT, le EAT est partout parce qu'il semble ressortir de tous ces concepts-là. C'est pour ça que dans mon investigation, je suis allée interroger Sandrine Bertrand, qui est une experte SEO qui a dépouillé toutes les guidelines et qui est plutôt calée sur les updates. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des gros mouvements inexplicables, inexpliqués, et de vous rendre compte que vous aviez été touché par une update. Ça arrive. Des fois, on a vraiment fait n'importe quoi. Des fois, on n'a pas fait grand-chose. Donc, la première question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que, évidemment, le plus important, voilà, j'ai ressorti cette phrase-là. Lorsqu'il y a une tempête, on ne sort pas tout le temps qu'il y a du vent. Je la trouvais très bien dite. Globalement, quand il y a une update qui commence, on attend. On ne fait rien. On ne bouge pas. On attend que ce soit terminé. L'avantage, c'est que contrairement à l'époque Pingouin Panda, pour ceux qui ont connu cette époque-là, Google communique. Il communique une date de début, il communique une date de fin. Vous l'avez sur Twitter, vous l'avez sur leur blog, vous l'avez un peu partout. Donc, une fois que le déploiement est terminé, là, on analyse ses positions et on regarde ce qui s'est passé. Voilà 4 recommandations que m'a faites Sandrine. Premièrement, est-ce que mon site est descendu ou ce sont les autres qui sont montés? Ça, c'est intéressant parce que potentiellement, c'est pas qu'on a fait n'importe quoi, c'est juste que les autres ont fait bien mieux que nous. Ensuite, il va falloir comparer son site au site des concurrents. Et là, ça part en audit, très simplement. On fait un audit SEO, on regarde ce qui va pas chez nous versus ce qui va chez les autres. Les autres, évidemment, ceux qui sont positionnés sur les mêmes mots-clés. Ensuite, vous pouvez aller analyser la communication de Google pour identifier quelle variable aurait été touchée. Sandrine et moi, on vous recommande plutôt d'aller plutôt sur Twitter ou sur LinkedIn, voir des consultants SEO qui, eux, font des analyses. La com de Google, généralement, elle dit pas grand-chose. Par contre, il y a pas mal de personnes qui vont analyser des pertes et des gains et vont pouvoir dire, moi, j'ai vu ça, je pense que ça touche plutôt ça, plutôt ça. Des fois, Google communique. Il y a eu un link spam update il n'y a pas longtemps, donc c'est sur le spam des liens. Donc, parfois, ils communiquent sur le sujet précis de ce qui est touché, mais pas toujours. Et puis le dernier point, si vous faites des modifications, c'est surtout sans précipitation et on attend l'impact. Donc il va falloir faire preuve de retenue et essayer absolument de faire les choses doucement. J'accélère un petit peu, vous retrouvez ici 30 questions d'auto-évaluation sur la qualité du contenu que vous pouvez essayer de répondre avec honnêteté qui vous aideront à savoir si votre contenu fonctionne ou pas. 4 sources US fiables sur les updates, Glenn Gable, Lily Ray, Mary Haynes et Barry Schwartz, qui sont les gens qui communiquent le plus, en tout cas de ce que moi je vois, sur des impacts. Mais en réalité, le vrai danger de ce que me disait Sandrine dans les SERP, c'est plutôt le changement d'intention de recherche. Je pense que vous l'avez tous déjà un peu vu. Une SERP qui bouge totalement dans tous les sens et vous vous apercevez qu'en fait, d'une intention informationnelle, c'est devenu une intention commerciale ou transactionnelle. C'est plutôt ça qui impacte aujourd'hui un peu plus les sites des marques. Je vous conseille d'ailleurs pour ça SEO Observer qui vous permet de mesurer la volatilité des SERP. Vous pouvez comparer à 7 jours, à 30 jours, à 90 jours de SERP, c'est très utile. Vous retrouverez toutes ces informations-là dans le petit Notion en fin de conférence. Bing Chat dans tout ça parce qu'on a pas mal parlé de Google. C'est pourquoi on rentre dans l'acte 3, la révolution Bing. Bing Chat a gagné 100 millions d'utilisateurs et pourtant 0 part de marché. Est-ce que c'est un échec? J'ai posé la question à Vincent, il m'a dit non, parce que finalement Bing Chat, oui, il peut remplacer ChatGPT, mais imposer d'aller sur Edge, c'est compliqué. Mais en fait, Bing, il vise vraiment les entreprises. L'IA a débarqué sur Windows, ceux qui sont sur Windows 11 ont dû le voir. On peut faire du détourage de photos dans Paint, je trouve ça dingue. Microsoft Copilot va être disponible pour toutes les entreprises incessamment sous peu. Mais surtout, là où pour l'instant Bing Chat a de l'avance, c'est sur le shopping. Vous ferez des tests vous-même pour essayer de faire de l'achat en ligne. Globalement, l'objectif de Bing Chat, c'est de proposer une expérience d'achat 100% dans le chat.
de ce que dit Vincent, ils vont aller là-dessus et ils annoncent des trucs de malade. On va pouvoir acheter en ligne depuis Bing. Ils vont pouvoir proposer des comparateurs et un historique des prix. On aura des coupons qui seront proposés dans le chat. On aura du cashback. Le price match aussi. Il va proposer un résumé des avis, des opinions populaires. Il y aura des guides d'achat directement générés par IA. Ils pourront nous faire des suggestions et des comparaisons de produits. Et on pourra même faire du suivi de colis dans Edge. Je voyais hier sur Twitter un article sur JDN qui disait « c'est la fin des guides d'achat ». Franchement, pas loin. C'est avec mon avis. Alors, comment on apparaît sur Bing Chat? Ça, c'est une question que j'ai voulu poser à François Tréca parce que en mars dernier, quand Bing Chat est apparu en même temps que ChatGPT, et ben François a voulu faire un petit test. François Tréca, c'est un éditeur. Est-ce que le SEO va remplacer le SEO? Et si demain, donc le Search Artificial Intelligence Optimization, est-ce que l'optimisation pour les IA génératives peut remplacer l'optimisation pour Google? Et si oui, comment on fait pour entrer dedans? Donc c'est l'art de modifier les réponses de l'IA pour les optimiser à ton avantage. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on va optimiser et non pas manipuler les sources d'informations du bot. Pour le moment, Bing Chat vous indique toutes ces sources. Quand vous faites une recherche, il vous dit où est-ce qu'il est allé chercher les informations. Donc vous, l'objectif, c'est tout simplement d'être présent dans ces sources d'informations. Donc François a fait des tests. En fait, il s'est aperçu que globalement, c'était la même logique que les positions 0 de Google. Vous savez, ces résultats qui sont directement sous la barre de recherche. Il se base sur les premiers résultats de recherche. Il extrait des résultats qui sont plutôt simples et bien structurés, puis il les affiche, soit sous la forme de texte ou de liste. Extrêmement simple. En tout cas, du point de vue de l'utilisateur, on connaît ça depuis longtemps. Ça veut dire que si on veut s'y mettre, il y a 3 grandes choses à faire. Déjà des structures simples. On revient les listes, les tableaux, vous savez, ce HTML d'il y a 10 ans, là, tout simple, facilement compréhensible et structuré. Le hit, on y revient. Il faut que la source de l'info soit prise en compte par le bot. Donc, si moi, j'écris une source d'info, il faut que ma source d'info soit de référence. Ou alors, vous payez des gens pour être présent dans les sources. Et puis, il y a le concept de la réponse en 3 secondes que je vous mets dans Notion. Qui est ici, qui est le concept de François. Les IA sont des utilisateurs impatients, donc offrez-leur la réponse en moins de 3 secondes et vous allez maximiser vos chances d'apparaître dans Bing Chat. Maintenant que j'ai exploré tous ces univers avec François, avec Sylvain Perronnet, avec Sandrine, avec Vincent et avec Laurent Jean, en réalité, là, ce qui, moi, m'excite le plus dans l'avenir de notre métier et dans les tendances du SEO, c'est cette menace-là. Une déclaration l'année dernière d'un VP de Google qui dit que près de 40% des jeunes, quand ils cherchent un resto, ils vont pas sur Google, ils vont sur TikTok ou Instagram. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Pas que je sois une experte des réseaux sociaux, absolument pas, mais ça veut dire qu'on va tous devoir s'y mettre. Donc la question, est-ce que c'est la fin du monopole des SERP? Et là, ça arrive de tous les côtés. J'ai posé la question à deux crews incroyables qui m'inspirent, les Wizards podcast, Arthur, Franck et Anthony, et puis Kate et Marilou de l'équipe de Flair Agency, qui est une agence SEO parisienne. Globalement, vous voyez toutes ces petites icônes-là, vous aurez des tips précis sur chaque réseau social, mais moi j'ai fait un résumé du top 3. C'est-à-dire si demain vous voulez SEO, vous vouliez vous lancer, il faut absolument aller sur ces 3-là. Premièrement, YouTube. Vous commencez ici. Pourquoi vous commencez ici? Parce que c'est écrit à l'écran, les mécanismes ils sont assez similaires au SEO. La vidéo, elle peut servir aussi des enjeux de ranking dans les SERP. Deuxièmement, normalement, ça, vous le faites déjà. Les newsletters, auxquels les Wizards ont insisté que j'ajoute les notifications push. C'est un dispositif qui est désormais indispensable parce que ça drive du trafic et de la vente et ça favorise la fidélisation. Non, Antoine, le SEO ne va pas encore mourir, mais par contre, il faut sortir de nos habitudes et de nos habitudes que le SEO, c'est du texte sur une page web. Je pense que quand on attaque un marché, c'est surtout intéressant de se demander où sont nos utilisateurs. Et en fait, ils sont pas que sur Google, surtout si vous avez une audience jeune.
Et le troisième pilier, et je pensais pas le mettre ici, mais c'est Twitter, parce qu'il y a un énorme potentiel viral. Il y a vraiment du trafic qui est envoyé depuis les liens, ce qui est souvent un peu rare quand même sur les réseaux sociaux. Et Twitter envoie du trafic. Et puis, ça permet de créer des communautés. On voit des communautés monstrueuses juste en diffusant des codes promo de fringues dans le sport, par exemple. Donc voilà, le top 3 des piliers, si vous voulez sortir du texte pur sur une page HTML, ce serait celle-là. C'est quoi Twitter? Oui, X. Mais moi, je serai Twitter forever. Et donc, sur le Notion, vous avez à chaque fois avec une petite note qui est l'impact, on va dire, espéré du SEO. Vous voyez un petit aperçu ici, des tips très précis de la team des Wizards. Et je vous en remercie d'avoir été aussi transparents parce qu'ils m'ont réellement dit ce que eux faisaient. Et donc, si vous voulez vous y mettre, je crois que vous l'avez compris, il va falloir se mettre à la vidéo. 3 tips principaux qui sont des indispensables. Ça, pour le coup, si vous ne le faites pas, vous vous plantez. Déjà, la régularité. Il faut poster à rythme régulier. On s'en fiche du rythme, il faut que ce soit régulier. Alors évidemment, si c'est tous les mois, je pense que la régularité se voit moins. Tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, à vous de trouver votre rythme. Mais c'est une énorme priorité, surtout sur TikTok. Si je me souviens bien, mon interview. Les sous-titres sont un indispensable pour ne pas rater l'engagement. Vous savez, ce hook, les fameuses 3 premières secondes, en fait, s'il n'y a pas de sous-titres, on ne sait pas de quoi va parler la vidéo, tout simplement. Donc, vous aurez très peu de viewers. Dans le Notion, je vous ai mis 4 outils que la team des Wizards m'a recommandé pour générer des sous-titres. Il y en a des gratuits et c'est automatique. Et puis le dernier point, le plus important, c'est respecter les codes de chaque plateforme, sinon vous perdez le viewer. Il semble au Wizard que TikTok a une sorte de filtre qui fait que si vous avez posté une vidéo sur Insta et qu'ensuite vous la mettez sur TikTok, vous vous faites dégager, tout simplement. Et de toute manière, vous n'aurez pas eu le bon engagement parce que les codes de TikTok ne sont pas les mêmes qu'Instagram, ne sont pas les mêmes que YouTube. Donc, 3 règles très simples. Évidemment, on a discuté pendant 1 heure avec les gars, donc il y a eu beaucoup plus d'informations. Vous aurez tout dans le Notion. Aujourd'hui, chez les Wizards, le ROI d'un TikTok, donc une vidéo d'1 minute, c'est moins d'€1 la vidéo. Donc, allez vers ces outils d'automatisation. Vous n'êtes même plus obligé de mettre votre visage. Vous pouvez juste utiliser du vidéo stock et des sous-titres avec une voix off un peu cool. Donc, franchement, vous n'avez plus d'excuses pour pas y aller. Si vous avez un business visuel en B2C, et c'est là que la team de Flair Agency arrive, vous pouvez vous lancer sur Pinterest. Je crois qu'on est à 700 millions d'utilisateurs dans le monde quand même. Le PDG de Pinterest a clairement dit qu'il voulait passer au social commerce. Donc, ne ratez pas le coche. Plus de la moitié de leurs utilisateurs font du shopping sur Pinterest. C'est clairement le moment. Pareil, j'ai glané des petits tips. 4, je voulais mettre tout d'un coup, 4 recommandations. Structurer son compte comme une arborescence, importer tout le catalogue d'un coup. En fait, quand vous démarrez, ça sert à rien de faire petit à petit, il vaut mieux importer d'un coup. Et ensuite, vous allez publier 25 à 30 épingles par mois, donc 30 petites images. Et puis, Pinterest propose plein de formats différents. Des stories, il y a la vidéo qui débarque. Donc, il faut surtout aller sur tout ça. Encore une fois, vous vous doutez bien, j'ai passé 1 heure à parler avec les filles, j'ai eu plein de tips. Vous retrouvez tout. Elles m'ont donné des conseils dans Notion, comment est-ce qu'on crée un compte, les critères de visibilité, elles m'ont tout expliqué. Franchement, merci à vous, les filles, et merci les gars de chez les Wizards, parce que vous avez été d'une transparence remarquable. Tout ça, ça représente 4,9 milliards d'utilisateurs. C'est-à-dire 95% des personnes qui ont accès à Internet. Il y a 5,2 milliards de personnes qui ont accès à Internet dans le monde. Donc oui, chers amis SEO, vous allez devoir sortir de votre contenu texte parce qu'en réalité, votre trafic, il est là-bas et votre business, il va être aussi visuel et vidéo. Et il y a un autre levier que moi j'aime beaucoup, que mon ami Clément Pesson m'a fait découvrir, c'est Discover. Discover, c'est, pour ceux qui ont l'appli Google sur leur smartphone, ce sont ces informations qui sont sous la barre de recherche. Et donc, je suis allée interviewer Clément sur le sujet aussi parce que sur le Tricaïa Live de l'année dernière, ceux qui ne nous suivent pas, chaîne YouTube Tricaïa Live, je suis allée l'interviewer sur Discover et l'avenir du SEO. Et donc là, on a remis ça et il me donnait ce chiffre que vous voyez là. Dans le top 100
FR, il y en a à peu près 30-40% qui sont des médias. Et ben pour ces médias-là, 80% de leur trafic vient de Discover. C'est monstrueux. C'est juste monstrueux. Parce qu'évidemment, le top 100 FR, c'est pas votre petit blog qui va être dedans et c'est pas mon petit site non plus. Tous les sites peuvent y aller, sauf des sujets sensibles comme la politique et la santé. Clément croit grandement à l'avènement du e-commerce dans Discover. Donc, si vous êtes un e-commerçant, que vous vendez des tondeuses et que vous avez plein de choses à raconter sur la pelouse et le jardin, vous pouvez aller sur Discover. Pourquoi est-ce que c'est game changer Discover? Tout simplement parce que ça reprend les codes d'un réseau social. En fait, ça ressemble à un feed, tout simplement. Vous allez scroller dans des images. Donc, le potentiel d'adoption est forcément fou parce qu'on connaît déjà le concept de feed. Mais aussi, petit SEO que nous sommes, la SGE arrive et il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, forcément, et Vincent l'a dit, il va y avoir du trafic qui va être déporté sur Discover. Ça va devenir un peu indispensable. Abondance est présent dans Discover. Oui, je sais. Et Olivier a fait tout le boulot. C'était présent avant. Mais en effet, Abondance, typiquement, est présent dans Discover. Mais ce ne sont pas que les médias qui peuvent être présents dans Discover. Je pense qu'on a chacun, en fonction de nos recherches, vu des résultats affinitaires qui ne sont pas forcément les Échos, France TV Info ou BFM TV. Alors, la recette de Clément pour aller sur Discover, quand j'ai fait l'interview, il m'a dit, surtout Laura, c'est pas du SEO, c'est content marketing. Et un contenu en Discover, c'est simple, sur le papier. Sur le papier, c'est minimum un article par jour. 4 par jour, c'est pas mal. Des contenus de 500-600 mots. Il faut faire attention à ce qu'il appelle le watch time. C'est comme sur YouTube, il y a un concept de watch time. Si votre contenu, il met 3 minutes à être lu et qu'il est lu que 1 minute 30, c'est un mauvais signal envoyé à Discover. Des dires de ce cher Clément. Il va falloir faire du putaclic, les amis, je suis désolée. C'est comme ça que ça marche. Et surtout avoir des images qui incitent au clic et qui sont uniques. Clément me donne l'exemple, il me dit, si dans le même feed, tu vois 2 fois la même image, tu crois que c'est 2 fois le même article. Donc, en fait, tu vas pas cliquer sur la deuxième. Donc, travaillez vos images uniques, c'est important. Ça tombe bien, il y a Dali, il y a Midjourney. Vous pouvez commencer à générer vos propres images. Et puis, bien définir un planning éditorial mensuel. Pareil, là, Clément m'a donné beaucoup de tips super cool. Je peux pas toutes vous les présenter. Elles seront dans le Notion, notamment, il donnait des exemples de planning éditoriaux. De l'actu fraîche, parce qu'évidemment, ceux qui s'y connaissent à Discover, je me suis promenée sur Twitter ce week-end, tout simplement, je m'ennuyais. J'ai vu que c'était un peu le bazar. Il y a deux news. La première, Discover semble arriver sur desktop, donc c'est un article de The Verge .com qui a repéré ça il y a quelques temps, 13 octobre je crois. Mais surtout ce week-end, il a semblé avoir une sorte d'update. Est-ce que ça existe dans Discover? Je pose la question aux experts. Donc Lily Ray, je vous l'ai cité tout à l'heure, une des experts que je vous recommande de suivre. Donc j'ai couru auprès de Clément, je lui ai vite envoyé un WhatsApp en lui disant « Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé ?» Donc si jamais il y en a d'entre vous qui sont sur Discover, voilà quelques hypothèses. Soit il y a eu un filtre anti-fake news, l'actualité, vous la connaissez, je ne vais pas rentrer dans le détail. Soit c'est la fin du game pour les MFD, Made for Discover, potentiellement. Sachant que j'ai vu aussi des tweets qui disaient le contraire, qui disaient que des petits sites n'avaient pas été impactés et tout allait bien de leur côté. Tout ça, ce ne sont que des hypothèses pour le moment, c'est trop récent pour tirer des conclusions. Soit c'est une refonte totale de l'algo des Discover et en attendant que l'algo soit refondu, Discover pousse des médias sûrs parce qu'en effet, ce que les gens ont vu au-delà d'avoir du trafic qui descend, c'est que quand vous alliez dans vos apps Discover, on voyait que une quinzaine de gros médias, si je grossis le trait. Soit Discover va être transformé en un Google Actualité nouvelle version, ce qui explique encore une fois qu'on ait vu quasiment que des médias et des gros médias. Soit un immense bug. Évidemment, il ne faut jamais mettre cette hypothèse de côté quand il s'agit de Google. Ce qui pourrait être très marrant. Concept de l'EAT transféré sur Discover. Voilà, vous avez aussi vos petites hypothèses dans le chat. En tout cas, à surveiller. Je voyais tout à l'heure dans le chat, 80% du trafic, c'est fragile. Oui, en effet, c'est dangereux quand on a une telle part de trafic qui est dédiée à un seul levier. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Allez sur la vidéo.
Commencer à faire du contenu spécifique pour la SGE, parce que ça, bon, visiblement, on va pas y couper. Intéressez-vous à Bing Chat, même si vous n'êtes pas des grands fans de Edge. Et puis intéressez-vous à Discover, mais ne faites pas tout. En même temps, voilà pour les tendances. Et je tenais à rajouter une dernière petite tendance. Il est 10h11, je me dépêche. L'INP. L'INP, Interaction to Next Pain, que je ne vais pas détailler parce que je vais pas vous mentir, c'est pas vraiment ma zone d'expertise. Par contre, il y a un super article d'Erwan Boyer sur notre média réacteur.com qui est en 2 parties. La première est sortie mi-septembre, nous sommes mi-octobre. La deuxième partie vient de sortir. Donc l'INP va remplacer le FID. Et oui, encore des acronymes dans les Core Web Vitals. L'INP, ça mesure la latence de réactivité en fait de l'expérience utilisateur. Il faut être sous les 200 millisecondes. Je vous fais ici le résumé. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous fais ici le résumé de l'article d'Erwan sur Reacteur. Je vous conseille d'aller le lire. C'est un média payant, mais vous aurez accès au début de l'article. L'avantage, c'est que les recommandations d'Erwan sont tout simplement des recommandations de bonnes pratiques. D'optimiser le code JavaScript et le CSS, je pense qu'on le dit depuis que les sites web existent. Simplement, il va falloir aller un petit peu plus loin. Petit disclaimer, petit rappel, les Core Web Vitals ne sont pas un critère de ranking et ce n'est pas parce que vous êtes au top partout que vous passerez premier. Ça a une infime incidence. Néanmoins, en même temps, on sait très bien qu'en e-commerce, une seconde de temps de chargement de gagné, c'est du chiffre d'affaires de gagné. Donc pour l'utilisateur, il faut y penser. Voilà les amis, je suis arrivée au bout. Un grand merci à tout le monde qui ont bien accepté de se laisser interviewer, tout simplement. J'ai passé un excellent moment à parler avec vous. Si jamais vous êtes derrière l'écran, c'était très cool. Vous avez été extrêmement transparent. Et maintenant, je vais m'adresser à vous, le chat. Voilà le lien du Notion. Essayez de ne pas faire tomber Notion. La dernière fois que j'ai fait ça, on a fait une erreur 500 sur un Google Sheet. Donc vous pouvez y accéder tout de suite. Je pense que la team CMJ va le remettre dans le chat. De toute manière, la presse sera disponible. Il est 10h13. J'ai fini tout pile. Je vais aller prendre des questions s'il y en a. Oh là là, mon Dieu, il y en a plein. Trier par vote. Vous voulez que je vous raffiche? Au pire, je peux peut-être vous rafficher quand même, comme ça, pendant que je parle. Vous pouvez copier le lien. Voilà. Ça, vous aurez les deux. Je prends quelques questions. On a 7 minutes. Pouvez-vous donner des exemples concrets pour mettre en place une veille efficace grâce à l'IA? Est-ce possible pour de la veille d'actu chaude avec alerte quasi en temps réel pour détecter et anticiper des sujets à fort potentiel? Non, je ne peux pas. J'adorerais parce que je ne l'ai pas encore mis en place. C'est Sylvain qui m'a donné l'idée. Détecter et anticiper des sujets à fort potentiel, c'est en effet très intéressant. Il n'y a qu'un truc que je connais, Alexis Rilko, vous pouvez aller voir le live qui date de juin sur le Trikaya Live, a mis en place un outil pour faire de la surveillance sur les sujets chauds de Wikipédia. Faudrait que j'arrive à le retrouver. Bon, Alexis, si jamais t'es par là, ce serait cool que t'envoies le lien. Sinon, vous cherchez Alexis Rilko avec un Y. Vous tombez sur son blog et puis il y a la liste de tous ses outils. Il me semble qu'il met à disposition cet outil des médias. Donc, si c'est utile pour les médias, j'estime que pour faire de la veille, ça devrait être intéressant. J'ai oublié de cliquer sur le petit bouton démarrer la réponse en direct. Vous voyez la question là? Ouais, je pense que vous voyez la question. Mon back-office me donne un pouce. Comment nous conseillez-vous de vérifier le contenu généré par ChatGPT pour éviter les erreurs? Plus largement, à quel point les informations fournies par ChatGPT sont-elles fiables? Alors là, pour le coup, Laurent et Sylvain étaient unanimes. Ne faites pas confiance à ChatGPT. Aucunement. Déjà parce qu'il y a ce qu'on appelle des hallucinations. Les hallucinations, c'est qu'il va inventer des choses. Ce n'est pas une intelligence. C'est un outil qui génère du contenu selon la probabilité que le mot qui sorte soit plus probable que le mot d'avant. Il crache des mots. Donc, vous ne pouvez faire confiance qu'à vous. Le meilleur moyen de vous assurer que le contenu soit propre, c'est vous
donniez une source sûre, tout simplement. Vous avez maintenant, il peut crawler le web grâce à Bing et vous avez le plugin WebPilot. Quelle heure il est? 10h16, je suis bien. Vous avez le plugin WebPilot qui vous permet d'aller chercher des informations sur Internet. Donnez la source. De là, il doit aller chercher l'information. Ou alors, vous avez l'info dans un fichier, donnez-lui ces informations-là. C'est le meilleur moyen de vous assurer que ce soit correct. Et l'autre moyen, c'est le moins pratique, mais c'est d'un expert sous le coude. Je vous donne un exemple. Moi, je bosse pour un assureur animal. On a un vétérinaire en interne. Il me relie les contenus quand ça parle de maladie, quoi. Mais voilà, le plus important, c'est maîtriser la source de l'information que vous donnez à ChatGPT. ChatGPT, et ça, Sylvain me l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas une base de données, ce n'est pas un outil de recherche d'informations, c'est un outil de génération d'informations. Et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Si vous l'intégrez, si vous l'utilisez comme une base de données ou un moteur de recherche, vous allez vous tromper. Il y a les SGE qui arrivent demain, eux, ils l'ont la base de données. J'ai encore le temps pour quelques questions. Alors, comment ça, c'est bon. Donc ça, on a dit que c'était traité. EEAT, comment l'IA reconnaît que nous sommes un expert sur quels critères? Je pense pas que la question ce soit purement l'IA, mais plutôt Google. Je vous ai mis un lien également dans la presse. Il parle de ce fameux expertise ou expérience? Expertise, je pense. Je vous ai donné en effet quelques tips tout à l'heure. On va dire, il y a deux niveaux. Il y a le niveau qui se joue sur la personne qui rédige, donc l'auteur. Qui sait? Est-ce qu'il a des réseaux sociaux? C'est quoi sa biographie? Qu'est-ce qu'il a publié? Où est-ce qu'il a publié? Et puis après, il y a l'autorité et la confiance du site. Voilà, c'est les mêmes mécaniques de netlinking depuis des années. Et ensuite, il y a la partie expérience qui est prouver que ce que tu dis, tu l'as déjà fait. Par exemple, potentiellement, avec le EEAT, et il faudrait voir si Sistrix va sortir une étude sur la partie voyage, mais je pense qu'il y a beaucoup de blogs voyage qui vont se prendre des claques, parce qu'en réalité, écrire un guide sur 10 endroits où partir au Vietnam sans qu'on y soit parti, ce qui peut être OK, juste je suis allée chercher de l'information, et ça peut être négativement impacté par le EEAT. Parce que Google, à un moment, va préférer des gens qui témoignent, qui y sont allés et qui racontent leur histoire, plutôt qu'un auteur qui, désolé de l'expression, je vais chier du contenu à l'appel, juste en générant du contenu avec l'IA, quoi, tout simplement. Je sais pas si j'ai bien répondu. Allez, encore 2 minutes et je m'en vais. Comment rentrer dans Discover, Julien? Tout est dans le Notion. Et sinon, Clément vend du coaching, 200 € de l'heure. Allez-y, nous, il nous a aidés, je peux vous mentir, pour abondance. Ses conseils, c'est de la pépite. Allez, une petite dernière. Que pensez-vous de la tendance qui consiste à bloquer les bots IA dans le robot TXT? Ça semble contre-productif versus tout ce que tu nous expliques. C'est marrant parce que j'en ai parlé encore il y a 2 semaines avec Vincent Terrazi, donc je pense qu'il va en parler pendant sa conférence. J'ai participé, comme je disais en intro, à un festival de l'info locale. Évidemment, eux, ils sont tous très inquiets et ils veulent bloquer les IA. Néanmoins, pour l'instant, je suis plutôt contre. De un, parce que tant qu'un Bing Chat cite ses sources, en fait, j'ai intérêt à être cité dans mes sources pour potentiellement générer du trafic et à minima de la visibilité. Et ensuite, pour l'instant, ça bloque les chats, ça bloque Vertex, mais ça n'empêche pas d'apparaître dans la SGE. Donc, pour le moment, je bloquerai pas, mais je comprends les médias qui se battent pour avoir la paternité de leur contenu. J'ai terminé. Bonjour Laura, bonjour à tous. Et oui, je fais le timekeeper et t'étais parfaitement dans les temps. Merci à toi, merci pour cette super conf. Vraiment un tour d'horizon hyper complet. J'espère que ça vous a plu. Alors je vois que les slides sont plus affichés. Ouais, mais tu te les raffiches? Julien, tu les affiches 20 souci. secondes, histoire de conclure. Oui, pardon. Ah oui. J'en profite justement pour vous rappeler à tous que en ce moment, pour toute cette période de SEO Square, vous avez une offre spéciale sur SMJ, un workspace supplémentaire offert. Alors, vous me direz, ça sert à quoi un workspace en plus? Si j'ai déjà SMJ en français, un cas d'utilisation, ça peut être, je veux me lancer en anglais. Et donc ça c'est un workspace concrètement en plus. Et là, c'est offert. Si je veux justement m'attaquer à l'international, ça peut être une idée.
Et justement, s'attaquer à l'international, c'est ce qu'a fait Agicap. Donc le SEO manager, hein, Romain Langlais d'Agicap va vous expliquer comment ils ont conquis les marchés européens dans la prochaine conférence qui commence à 10h30 en compagnie toujours de Nicolas Nguyen. Donc ça va être très intéressant. Restez avec nous et puis je vous souhaite une très bonne journée de conférence et de SEO. Merci à toi Laura, merci à tous. Bonne journée à tout le monde. Ciao. Bonne journée.